Bonjour Sébastien, comment ça va? Ça va très bien, toi. Bah écoute, ça va très bien, je te remercie. C'est un vrai plaisir de t'avoir là avec moi ce soir. Bah déjà parce que voilà, j'ai regardé tes vidéos sur YouTube, etc. Donc voilà, je reconnais bien ton décor, je te reconnais bien toi. C'est bien moi, Voilà, c'est pas mon exactement. sosie. Non, non. C'est bien toi. Et puis, bah voilà, on va passer un petit temps ensemble à discuter, voilà, tarot, le monde en rose, etc. Donc forcément, bah, c'est un grand plaisir pour moi ce soir de discuter avec un collègue. Oui. Ben, merci de m'avoir invité. C'est aussi très plaisant pour moi, finalement, du Québec que d'être convoqué comme ça jusqu'à l'Europe, par-dessus un océan. J'apprécie avoir cette relation quand même de plus en plus privilégiée avec la France, entre autres. Et c'est vrai que pour moi, c'était vraiment très très important d'avoir un cousin du Québec dans l'événement, puisque bah, il s'appelle Le Monde en rose. Alors, Le Monde parce que c'est une des plus belles cartes du jeu, et puis en rose parce qu'on s'inscrit dans Octobre Rose et on va collecter de l'argent pour des associations qui luttent contre le cancer du sein. Mais du coup, bah voilà, tu es là et donc tu incarnes vraiment cette dimension internationale, ou du moins francophone. Donc ça me fait vraiment très très plaisir que tu aies répondu un grand oui enthousiaste. Avec grand plaisir. Alors du coup, Sébastien, bah, je pense qu'il y a pas mal de personnes qui vont regarder cette vidéo et qui te connaissent Alors beaucoup, pas beaucoup, ça je ne sais pas. Est-ce que tu peux bah, te présenter en fait? Parle-nous de toi, Sébastien. Oui. Et essentiellement, s'il fallait que je fasse vite, je dirais je suis professeur de tarot, d'astrologie, de numérologie et de géomancie. Mais en réalité, sur un plan personnel, je suis surtout un grand passionné des arts divinatoires. J'ai commencé à faire du tarot à l'âge de 13 ans. Mon père faisait du tarot, donc moi, pour moi, à la maison, un jeu de tarot, un objet ésotérique, des trucs du genre, c'est tout à fait normal. Ça m'a pris un certain temps avant de me rendre compte que c'était pas comme ça chez tout le monde. Mais bref, un peu comme Obélix, je suis tombé dedans quand j'étais petit et je suis passionné par ça. Et un jour, un peu au fil peut-être pas tout à fait des hasards de la vie, mais en tous les cas, au fil du temps, ben, j'ai fini par en faire un métier. Ok, mais alors du coup, bah, moi j'ai vu un tarot pour la première fois aussi quand j'étais relativement jeune en Angleterre dans une famille d'accueil, mais voilà, bon, c'était resté un peu comme ça, quelque chose d'un peu mystérieux sur un coin de table. Je suis venue au tarot, j'ai envie de dire plus tard dans mes études supérieures, mais quand on tombe dedans, voilà, comme tu dis, comme ça, quand on est tout petit, comment ta pratique a évolué en fait au fil des années? Parce que sur quoi on tire les cartes quand on est un garçon de 13 ans au 13 Québec? ans, oui. Ben, j'ai certainement quelques anecdotes à raconter à ce sujet-là, mais enfin, mon parcours avec le tarot en a été un d'échec complet, très rapide. Et ça peut surprendre quand je dis ça, mais c'est vrai parce que, en fait, mon père faisait du tarot, mais mon père faisait du tarot. En réalité, mon père, il est clairvoyant. Mon père, il utilisait le tarot, il aurait pu utiliser à peu près n'importe quel autre support, ça aurait été OK. Parce que quand j'ai eu mon premier jeu de tarot à 13 ans, le conseil qu'il m'a donné, c'est Sébastien, tu ouvres les cartes et tu dis ce que tu vois, tu dis ce que tu ressens. Et le problème, c'est que quand j'ouvrais les cartes, je ressentais rien du tout. Je voyais absolument rien. Et j'ai rangé le tarot parce que je trouvais les cartes belles. Je m'intéressais à l'histoire du tarot. Bon, je suis un peu, je sais pas si le terme existe en Europe, mais en Amérique, ce qu'on appelle un nerd, qui veut dire un intello, un intellectuel. Et puis bon, j'aime l'histoire et tout. Fait que même très jeune, je lisais sur le tarot, ça m'intéressait. Mais je me suis rendu compte que j'avais pas du tout le don de mon père. Et quand il s'en est aperçu, il m'a questionné et il m'a demandé pourquoi je faisais plus de tarot. Et je lui ai expliqué, et c'est là où il m'a dit, ben écoute, il y a des gens qui apprennent le tarot comme on apprend une langue, avec le vocabulaire, la grammaire. Et on a été ensemble à la librairie ésotérique pour aller chercher un livre, pour apprendre le tarot. Et au fond, ça a été mon cheminement durant l'adolescence, le début de la vingtaine. Je faisais des formations en tarot, je lisais des livres pour apprendre les codes. Et les premières consultations que j'ai faites, ben, c'était les mères de mes amis
parce que j'étais à l'école, le soir, j'allais chez des copains et tout d'un coup, il y avait la mère qui cognait à la porte de la chambre pour dire Sébastien, mon fils m'a dit que tu lisais le tarot. Est-ce que tu as ton jeu? Je serais curieux d'avoir ton avis sur quelque chose. Alors, j'ai littéralement commencé tout jeune adolescent à faire des lectures pour les mères de mes amis. Fait que j'ai été plongé dans des tirages d'adultes presque dès le départ. Et ça s'est poursuivi dans la vingtaine pendant que je faisais mes études à l'université. Ben, c'était souvent mon gagne-pain, c'était mon emploi à temps partiel pendant les cours. Et ça a fini par se présenter, par devenir l'emploi à temps plein. Ok. Ah bah tu vois, ça me rassure, ça me fait plaisir ce que tu dis parce que moi non plus, j'ai pas de don. Alors parfois les gens te disent mais si, t'as un don quand même, t'as un don. Enfin voilà, tu arrives à lire tout ça dans les cartes, etc. T'as forcément un don. Mais moi je le vis pas du tout comme ça. Enfin, ce dont tu parles avec ton papa, je me reconnais dans ta posture à toi, mais pas du tout dans sa posture à lui, du coup, tu vois. Oui, tout à fait. Moi Pour aussi, moi, il y a des j'ai règles pas de de don. lecture, je les applique continuellement et puis je pars toujours des mêmes mots-clés sur les cartes pour le lire. Ceci dit, ce que je me rends compte avec le temps, c'est qu'il y a certainement un côté intuitif qui se développe et des fois, quand je l'explique en classe, j'essaie de montrer un peu la différence entre la voyance et l'intuition. Et je vais dire, par exemple, la voyance, ça serait de prendre une carte et de penser à un mot-clé, par exemple, mais qui ne fait pas du tout partie de cette carte-là, mais on y pense quand même et ça s'impose à nous et on le dit. Ça, pour moi, ça serait vraiment une voyance. Le côté intuitif, c'est peut-être d'avoir, par exemple, la carte du battleur. Et puis, il y a plusieurs mots-clés. Il y en a probablement des dizaines, peut-être même des centaines de mots-clés du battleur. Mais pourquoi un jour avec un client, c'est le point de départ qui m'apparaît et l'autre jour avec un autre client pour la même carte, ce sont les talents et le potentiel à développer. Ce sont tous des mots-clés valides et classiques de la carte du battleur, mais c'est vrai que ce qui semble se développer avec le temps, c'est cette capacité à aller toujours vers le bon mot-clé, la bonne définition en premier, comme si on était attiré au bon endroit. Et pour moi, c'est plus une définition de l'intuition que de la voyance en tant que telle. Mais après, bon, ce sont des termes, là. Bah, c'est ce que j'allais dire parce que c'est vrai que moi, je n'utilise pas non plus le tarot pour faire, entre guillemets, de la voyance. Hein. Je m'en sers plutôt comme d'un outil de développement personnel, véritablement, d'essayer de voir dans une situation quels peuvent être les obstacles, les leviers autour de la personne et surtout de quoi elle peut se saisir, hein. Un peu comme le chariot, là, pour se remettre vraiment aux manettes de son chemin d'individuation, quoi, de sa destinée en réalité. Et parfois, il y a comme des intuitions un peu fulgurantes, comme des fulgurances qui malgré tout ressemblent à de la voyance, quoi. Alors tu vois, moi aussi je cherche encore mes mots, tu vois, sur ce plan. Est-ce que c'est de la voyance, est-ce que c'est de l'intuition Voilà. À tout le monde, on peut dire que ça se développe et ça s'apprend. C'est pas quelque chose qu'on aurait à la naissance, voilà, tout prêt sur un plateau et qu'on se sert à volonté. Mais non, c'est quelque chose qui doit se muscler. Exactement, exactement. Et quand bien même on aurait effectivement dès la naissance une fibre, une sensibilité, comme le petit Mozart était un prodige de la musique, certainement génétiquement, ça n'empêche qu'il a fait ses gammes et qu'il a quand même travaillé son muscle. Donc et effectivement, comme tu le dis, je pense que même sans aucune prédestination, on va dire. Je ne sais pas, génétique ou voilà, à la naissance, comme tu dis. À l'inverse, justement, la tarologie est un sport dans lequel on peut devenir quand même champion du monde ou Oui, oui, champion tout à fait. olympique, Tout à fait. même sans avoir finalement de qualité entre guillemets inhérente à la base. Voilà. Ça Donc, fait, écoute, Aline, ça fait quoi, j'ai donné mon premier cours en 2005. Donc, ça veut dire que ça fait 17 ans que j'enseigne. En 17 années, j'ai eu des élèves plus talentueux que d'autres, qui sont devenus tarologues professionnels plus rapidement que d'autres.
mais je n'ai jamais rencontré un étudiant qui, après la formation, n'était pas en mesure de se faire un tirage à lui-même ou à quelqu'un dans sa famille, dans ses amis. J'ai jamais croisé quelqu'un qui n'était pas capable d'appliquer le système de lecture du tarot. Maintenant, comme tu dis, en musique, il y a des virtuoses et puis il y a des gens qui apprennent la musique tout simplement à la maison, mais ils sont capables d'en faire. Et le tarot, c'est la même chose. Il y aura toujours des virtuoses dans tout, mais vraiment, le tarot, tout le monde peut l'apprendre. Ça, j'en suis convaincu. Ah oui, j'en suis absolument convaincue aussi. Et en plus, tout le monde ne va pas vouloir en faire la même utilisation non plus. Hein. Donc, Oui. voilà, c'est comme d'apprendre un instrument de musique. On peut apprendre pour le plaisir. On va pas tous aller jouer à l'orchestre philharmonique non plus. Hein. Donc, non, mais je suis entièrement d'accord avec toi. Alors du coup, ce que j'ai envie aussi de savoir, c'est le lien que tu fais avec l'astrologie. Parce que, Mhm. alors l'astrologie, évidemment, c'est en soi un sujet complètement passionnant. Moi, j'aime bien regarder, tu vois, un petit peu des choses aussi dans cette discipline. Mais je ne dirais pas que je suis astrologue moi-même, loin de là. Mais toi, tu es tarologue et astrologue. Est-ce que tu peux Oui. nous parler du lien entre les deux disciplines? Elles sont, à mon avis, en tous les cas, pour moi, très parallèles, c'est-à-dire qu'elles ne se fusionnent pas, mais elles se côtoient. Et il faut dire que j'ai commencé le tarot, comme on disait, extrêmement tôt. Et comparativement au tarot, on pourrait dire que j'ai débuté l'astrologie extrêmement tard parce que j'ai commencé à faire de l'astrologie, j'avais déjà 30 ans. Alors, en quelque part, ça faisait quoi, une quinzaine d'années déjà que je faisais du tarot quand j'ai commencé à faire de l'astrologie. Et l'astrologie, elle est arrivée vraiment par une forme de synchronicité dans ma vie. J'ai eu un problème de santé, un problème d'inflammation à une jambe, et j'étais toujours au lit. Et comme je suis un intellectuel et que j'aime apprendre et que j'aime être actif au minimum mentalement, ben, je me suis dit, il faut que j'apprenne quelque chose parce que si je passe mes journées au lit, je vais devenir fou. Et j'ai décidé d'apprendre l'astrologie comme ça Mhm. pour passer le temps pendant cette blessure. Et j'ai été happé par l'astrologie. Là, il est arrivé des choses. J'ai commencé avec une astrologie très classique que je trouvais, somme toute, très fataliste, qui me déprimait un peu parce que je regardais ma carte du ciel et j'avais l'impression qu'on me disait que j'allais être malade toute ma vie, que j'allais être en dépression, qu'elle allait avoir des problèmes toujours. Donc, mon premier rapport à l'astrologie a été un peu un, un recul. C'est-à-dire que je me suis dit, ah oui, ben, si c'est ça l'astrologie, j'ai pas trop envie. Mais finalement, au fil de mon parcours, j'ai découvert une astrologie qui aujourd'hui j'appelle astrologie de coaching, parce que c'est un Américain qui me l'a enseigné. Donc, en anglais, lui, il parle de evolutionary astrology, qui est Stephen Forrest, qui a d'ailleurs un de ses livres publié en français, euh, Le ciel intérieur. Pour les gens qui sont curieux, je le recommande chaudement. Le ciel intérieur de Stephen Forrest aux éditions du Rocher. Et pour moi, ça a été ma découverte d'une astrologie qui pouvait devenir de coaching, de développement personnel, de conseil. Et là, je me suis lancé vraiment à fond. Et c'est uniquement après la rencontre avec Forrest que j'ai vraiment eu envie d'en faire un métier. Je gagnais déjà ma vie avec le tarot, mais Mhm. l'astrologie, c'était un hobby pour moi. Et là, tout d'un coup, je sentais que j'avais quelque chose. Et la différence entre les deux, elle est assez simple. C'est que le tarot, je le vois comme un outil qui est très ponctuel, assez pragmatique. Il va permettre de se concentrer sur une situation qui est dans le ici et maintenant ou qui est à relativement court terme. On veut avoir des conseils sur ça, on a besoin d'un coaching, d'un accompagnement et on va avec le tarot. Mais il y a des fois où est-ce que je rencontre quelqu'un et la personne, elle cherche pas à avoir un conseil dans un domaine précis de sa vie. La personne, elle se sent juste désorientée de façon générale. Elle a l'impression de jouer le rôle d'une autre personne et Mhm. non pas son propre rôle, ce que des fois on peut appeler sa mission de vie. Mhm. Et l'astrologie va être très, très forte pour être capable d'aligner quelqu'un sur sa mission de vie, pour être capable de comprendre qu'est-ce qu'on vient faire dans cette incarnation terrestre, quel est le but de tout ça, qu'est-ce qui nous rend heureux, qu'est-ce qui nous rend comblés, qu'est-ce qui peut nous apporter du bonheur. Donc, l'astrologie, je le vois vraiment comme un outil d'orientation personnelle où est-ce que je vais essayer d'amener la personne avec sa carte du ciel à prendre la bonne direction et à jouer son propre rôle. Tandis que le tarot, je vais l'utiliser pour quelque chose de pas mal plus pointu où quelqu'un me dirait, Sébastien, je démarre tel projet,
j'ai besoin d'avoir des conseils parce que dans ce projet-là, je veux absolument que Hmm. ça réussisse. Dis-moi quelle décision je devrais prendre et tout. Et ça sera le tarot. C'est comme ça que je vais l'utiliser. Donc, personnellement, je les fusionne pas. Pour moi, c'est deux consultations différentes, c'est deux outils différents, mais qui permettent de répondre à un plus grand nombre de besoins parce que j'ai les deux, parce que je fais les deux. D'accord. Ah oui, c'est très, très, très intéressant parce que justement, je voulais te demander si il t'arrivait dans des consultations d'utiliser les deux outils. Mais non, en fait. Non, jamais. Effectivement, ça m'est jamais arrivé d'utiliser les deux. Je vais plutôt discuter avec la personne au téléphone, par exemple, avant de prendre un rendez-vous. Et en fonction de ses besoins, je vais pouvoir décider si c'est le tarot ou l'astrologie qu'elle a besoin. Ouais, qui va être l'outil le plus pertinent finalement pour répondre à sa demande. Exact. Dis donc, on a de la chance d'avoir deux outils dans ta caisse à outils. Oui, tout à fait, absolument. C'est quelque chose qui est agréable, même sur un plan personnel, parce que j'ai tendance à utiliser autant le tarot et l'astrologie pour moi. Et c'est la même différence que je fais. Si j'ai besoin d'un conseil sur quelque chose de pointu, de précis, je vais y aller avec le tarot, tandis que quand on parle des grandes orientations de ma vie, je vais me fier énormément à l'astrologie pour le faire. D'accord. Alors justement, je vois que tu as plein de jolis jeux derrière toi. Oui. C'est quoi pour toi, hein, pour tirer les cartes pour toi, c'est quoi, c'est lequel ton coup de cœur du moment? Je ne fais que des tirages professionnels et des formations avec le tarot de Marseille. Donc, je Ouais. suis vraiment, vraiment spécialisé dans le tarot de Marseille, dans son histoire. J'essaie toujours d'utiliser la version la plus ancienne possible, la plus collée à l'original. J'ai d'ailleurs un tarot là, depuis une année qui est un cumul de beaucoup, beaucoup de recherches qui s'appelle le tarot retrouvé et qui est en quelque part une restauration du plus ancien tarot de Marseille de type 1 que l'histoire nous a donné, nous a amené jusqu'à maintenant, qui est le tarot de Nicolas Relichon. Et voilà, je l'ai redessiné en fonction des recherches que j'ai faites depuis presque 30 ans, mais c'est un tarot de Marseille très, très classique. Et quand je travaille en tarot professionnel, c'est toujours avec un Marseille. La plus grande partie de ma collection, la tablette du dessus, ce sont tous des tarots de Marseille, mais d'années différentes et de régions différentes de production. Ceci dit, je suis un passionné d'ésotérisme et j'aime bien m'amuser quelquefois justement en mode complètement intuitif Mhm. avec des oracles que je connais moins. Et mon favori, je vous dirais que c'est le psychotarot, qui est un tarot des années 70, un tarot américain, mais qui a été édité en français. Et c'est un tarot qui est en noir et blanc. Je Mais sais oui, pas si... mais il a transité avec Denise Roussel, non, par le Québec Oui, aussi. exactement. Oui, 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 bien sûr. C'est Denise qui a piloté, je l'ai ici, je l'avais pas très, très loin. Donc, c'est Denise qui a piloté la francisation du jeu. Oui. Et aujourd'hui, je crois que c'est encore un éditeur québécois qui le fait parce que, voilà, ce sont les éditions de Mortagne aujourd'hui, qui est un éditeur québécois. Ça, c'est un jeu que j'aime beaucoup, beaucoup en mode intuitif. C'est un jeu en noir et blanc qui est assez suggestif. On peut voir beaucoup de choses différentes à chaque fois sur la même scène. Donc, je ne sais pas si ça rend très, très bien là, à la caméra, mais ça donne quand même une certaine idée de ce à quoi peut ressembler ce jeu. Ça, j'aime bien. Et j'ai découvert tout récemment, c'est un cadeau qu'on m'a fait, c'est un oracle français, si je me souviens bien, c'est l'oracle des reflets. Ah, bah écoute, ça, celui-là, il a échappé à ma vigilance, mais Je l'ai pas très loin, alors je vais essayer de pas tomber en allant chercher les trucs. Et c'est vraiment, vraiment un oracle. Ça m'a été offert en cadeau. Ça m'a beaucoup, beaucoup plu. L'oracle des reflets de Célia Melville. ah Et oui, de c'est une Célia, artiste d'accord. qui est partie avec des taches d'encre. Elle a laissé tomber de l'encre sur du papier. Ça crée Hmm. une tache et à partir de la tache, elle a repris et elle a fait un dessin. Elle a fait un dessin avec les cartes. Alors, c'est très, très, très suggestif, fort intéressant, très artistique. J'aime beaucoup le résultat. Et ça, c'est la même chose en mode intuitif. En mode intuitif, c'est vraiment, vraiment parfait. C'est pas un oracle pour lequel j'essaierais d'apprendre les définitions. J'irais vraiment avec le ressenti pour ça. D'accord. Bah écoute, je te remercie de me l'avoir montré parce que je ne le connaissais pas. Moi, je connais Célia, mais je ne connaissais pas cet oracle-là. Bon, donc c'est ton chouchou du moment. Oui, écoute,
Écoute, j'en ai 150. Alors, j'ai un choix qui est assez grand et mes amis se compétitionnent pour trouver le tarot le plus rare, le plus divertissant ou le plus étrange. On m'a donné dans les dernières années le tarot des zombies, où est-ce que chaque carte est un zombie d'une série télé ou d'un film d'horreur. Et bon, j'ai toutes sortes de tarots, mais complètement presque ridicules parfois. Mais la collection grandit comme ça d'année en année. Oui, oui, ben il y en a. Enfin, c'est vrai que sur les plateformes de financement participatif, il y a de temps en temps comme ça. J'avais vu passer un pasta tarot, par exemple, Ah donc oui, un tarot sur les pâtes. Donc toutes les cartes étaient différents types de pâtes italiennes. Enfin, donc oui, voilà. Mais il y a comme ça toutes sortes de tarots. Et je pense aussi à Oracle Linzel qui va faire une intervention dans le Monde en Rose sur le Shuffle Tarot. Donc le Shuffle Tarot est un Rider-Waite des plus classiques, on va dire. Sauf que il mélange en fait les symboles de deux cartes dans une carte. ah oui, une Tu le connais? fusion de Ouais. deux cartes en une. Tu le connais ou tu le connais pas, le Non, Shuffle? je le connais pas. Le seul tarot que je connais, que j'aime bien aussi, qui est aussi une découverte récente et qui a un peu un principe semblable, dans le sens de la volonté de fusionner des cartes, c'est le tarot transparent. Le tarot transparent où les cartes sont transparentes avec un symbole et du coup, on les superpose l'une par-dessus l'autre. Ah, Et parce qu'elles sont transparentes, ben, elles se fusionnent parce on voit toutes les cartes d'accord. qui se superposent l'une à l'autre. Alors, c'est peut-être c'est pas le même principe, mais c'est l'idée quand même de la fusion de deux cartes. Au lieu de les lire une à côté de l'autre, on les lit Tu les ensemble. lis Oui. ensemble. Donc par exemple, il y en a deux des éditions du Shuffle Tarot, mais bref, dans une des deux, il y a la carte du fou. Ben en fait, c'est l'impératrice, tu vois, qui est prête à faire son pas dans le vide. Enfin, mais bon, voilà, bref. Donc tout ça pour dire que il y a effectivement énormément de tarots sur le marché. Et ce que je voulais te demander justement, c'était un peu la situation entre guillemets du tarot au Québec, parce que alors nous ici en France, il faut savoir, Sébastien, que tu ne peux plus ouvrir un seul magazine féminin ou de psycho ou de bien-être ou de enfin, tu sais, tous ces magazines un peu, voilà, yoga, manger mieux, etc. Alors, tu peux plus en ouvrir un seul sans tomber sur, voilà, un article sur la cartomancie ou le tarot ou les oracles ou ces Ah oui. choses-là. Et les linéaires dans les magasins culturels, mais ça devient une invasion complète, tu vois, c'est des mètres et des mètres et des mètres. On est en train de grignoter sur tous les autres sujets. En France, c'est comme ça. Est-ce que c'est la même chose au Québec? Oui, oui, je te confirme une vague qui est assez forte en termes de popularité du tarot au Québec aussi. Et je sais pas jusqu'à quel point en France vous avez le même phénomène, mais je dirais qu'au Québec, le tarot et l'astrologie montent les deux en termes d'intérêt. Et moi, j'avais remarqué que les anglophones nous ont devancés sur cette Mhm. vague parce qu'aux États-Unis, par exemple, ça a commencé il y a presque une dizaine d'années. Il y a une dizaine d'années, les gens que je connais qui enseignent en tarot, en astrologie, là-bas me disaient que tout à coup, ils avaient plus de demandes, les livres, il y avait plus de ventes en termes de livres, il y avait un intérêt. J'ai l'impression que cette vague, elle a commencé du côté anglo-saxon et que maintenant, elle est débarquée Mhm. dans la francophonie. Et donc, on le voit ici avec une chose que je trouve très, très amusante. Je ne sais pas si c'est le cas de ton côté, mais ici, le tarot a pris une popularité, mais beaucoup le tarot justement américain, anglophone, le fameux Rider-Waite ou le Smith-Waite là, Mhm. on va appeler pour redonner place à la créatrice des images. Et d'un autre côté, tous les gens que je connais aux États-Unis me disent que là-bas, la folie maintenant, c'est le tarot de Marseille. Parce qu'ils veulent travailler avec le Ah. tarot original, ils veulent plus travailler avec cette refonte qui est quand même très moderne. Parce que Oui, le Rider-Waite, les gens s'en rendent pas toujours compte, mais c'est arrivé presque 400 ans après le début 1909. du tarot. Alors, 1909, ouais. voilà, donc c'est très, très moderne. Alors, pendant qu'en francophonie, on a cet attrait pour le tarot anglophone, ben, les anglophones, ils ont un attrait pour le tarot de Marseille. On me racontait que récemment, un éditeur à New York a même commencé à diffuser un tarot de Marseille où au départ, ils avaient traduit le nom des cartes.
et ils ont eu des plaintes. Ils ont eu des plaintes. Les Américains disaient non, je veux celui qui est en français, je veux l'original. Je veux Et donc l'original. voilà, donc ils ont sorti le tarot carrément avec les noms en français. Et à Manhattan, ils travaillent, beaucoup de tarologues travaillent avec ça. Alors c'est le monde à l'envers. Les Oui, francophones du coup, oui. qui s'intéressent au tarot anglophone et les anglophones qui s'intéressent au tarot francophone. Oui, mais c'est vrai que chez nous, alors l'astrologie a toujours été prépondérante. Hein. Ça, en France, l'astrologie, ça a toujours été, tu vois, dans les petits. Alors aujourd'hui, ça se perd parce que avec les plateformes Netflix, etc. Mais quand j'étais plus petite, voilà, on achetait le programme télé, tu vois. C'était un truc au supermarché, on achetait le programme télé et il y avait toujours systématiquement la page d'horoscope, Oui, etc. Maintenant, il y a des petits journaux gratuits, tu vois, qui sont distribués le matin aux bouches de métro, etc. Tu as toujours ton horoscope de la journée, bon, qui est plus ou moins qualitatif, mais voilà, il y a toujours eu un intérêt vraiment phénoménal pour l'astrologie en France. Il y a toujours eu un intérêt phénoménal pour le tarot de Marseille en France. Et c'est vrai que maintenant, on voit, comme tu le dis, hein, l'explosion des Rider-Waite-Smith et des oracles et donc d'une cartomancie vraiment plus au sens large oui, et qui commence à se, ben pour en revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, hein, qui commence à se décorréler de la voyance, hein, qui commence à se démocratiser. oui. Et d'ailleurs, c'était bien ça le projet de Waite en 1909, c'était de faire un tarot finalement qui allait pouvoir être imprimé. Mais c'était aussi le projet du tarot de Marseille, sauf que à l'époque les gens étaient peut-être moins dotés et moins riches pour s'acheter un jeu de cartes. Mais voilà, l'idée c'était aussi de démocratiser finalement cet outil et de commencer à le mettre dans toutes les mains. Et Wait avec l'industrialisation, les imprimeries plus, voilà, plus, Oui, plus ah, je sais pas moderne le en termes terme, de plus moderne, graphisme, de voilà. couleurs, et oui, 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 tout à fait. Oui, Voilà, ils ont pu sortir des jeux ben voilà de factures quand même à peu près bonnes et puis le distribuer comme ça effectivement dans tout le monde anglophone. Non, ça me fait rire parce que du coup je pense à parfois à ces jeux qui arrivent de Chine où les cartes collent et elles sentent mauvais. Et tu te dis oh là là, je vais devoir l'aérer pendant 15 jours avant de pouvoir m'en oui. servir. Mais Il y a aussi une certaine problématique de qualité des jeux depuis cette nouvelle mode. On sent bien qu'il y a beaucoup d'éditeurs qui essaient de produire des jeux au moindre coût possible. ben oui. Oui, Oui. Et d'autres, à contrario, qui font des très beaux coffrets, qui font des très belles cartes. Et oui, qui se donnent la peine de faire quelque chose de précieux. voilà, Oui. exactement. Mais voilà, ça démontre bien effectivement cette espèce d'engouement actuel. Mais personnellement, je trouve que c'est une très très bonne chose. Si voilà, si les gens apprennent à se servir du tarot pour eux-mêmes, à se voilà, à se tirer des petits conseils, à essayer de comprendre avec cet outil, voilà, où est-ce qu'ils en sont, où est-ce qu'ils vont, pourquoi ils vont pas bien, comment ils pourraient essayer d'aller mieux, etc. Moi, je suis 100% pour, hein, évidemment. C'est un outil qui est tellement pratique, tellement utile. On peut y faire du très pragmatique comme du très mystique, mais Mhm. c'est effectivement un outil qui peut nous accompagner toute notre vie. Alors, tu nous as un peu parlé de tes copains américains. Oui, Est-ce que c'est eux que tu vas aller voir au mois d'octobre et qui... Non, non, mais je suis fan depuis longtemps des États-Unis. Je sais pas, j'ai un côté vieillot où j'écoute encore des westerns et puis le cinéma hollywoodien classique. J'ai toujours été fasciné par la culture américaine et ils ont leurs défauts là, comme tout le monde, mais je veux dire, fondamentalement, c'est une culture qui me fascine et j'aime particulièrement l'Ouest américain. Et effectivement, ben, c'est pour ça qu'on s'en parle aujourd'hui en avance parce que durant l'événement, je serai à Bryce Canyon et puis Zion et puis Antelope Canyon en Utah et en Arizona pour faire un voyage de randonnée. Et tu en as de la chance. Tu en as de la Oui, chance. Alors, je vais te dire, on partage tous les deux cet amour pour les États-Unis. Moi, j'ai eu la chance d'y habiter pendant 4 ans pour faire une partie de mes études. J'étais au Texas.
Et avant ça, j'allais dans des familles américaines, tu sais, l'été pendant 3 semaines, Oui. voilà, pour apprendre l'anglais et découvrir ce pays. Et c'est vrai que j'ai toujours été attirée aussi par les États-Unis. Donc ouais, je t'envie quand même ce voyage. Et donc du coup, je te pardonne de pas être en live avec nous. Oui, c'est bien, je suis pardonné. Voilà, tu es parfaitement pardonné. Mais du coup, on perd pas au change quand même. Et c'est ce que je veux dire au public, c'est que le public, vous ne perdez pas au change, même si Sébastien ne sera pas avec nous en direct, parce que tu nous as préparé vraiment un super cadeau. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu sans nous en dire trop? Oui, tout à fait. J'ai basé en fait ce vidéo sur une lecture qui m'avait beaucoup fasciné il y a quelques années, un livre dont malheureusement je me souviens pas du titre. Je sais que l'auteur c'est une femme, c'est Lynn McTaggart. Et Lynn McTaggart, c'est une journaliste, je crois qu'elle est américaine, mais en fait elle est anglophone. Et au fond des recherches où elle écrit à propos des recherches en parapsychologie et en physique quantique. Et elle rapportait dans les recherches très étranges, qui bouleversent un peu notre conception de l'univers et de la façon dont il fonctionne. Elle rapportait qu'ils sont capables, lorsqu'ils mettent, par exemple, des personnes qui méditent devant un ordinateur, la personne qui médite peut faire en sorte que l'ordinateur va sortir plus de 1 que de 0 dans les codes binaires. Et donc, au début, ils étaient fascinés par cette capacité. Ils ont commencé à le tester avec distance. Est-ce que le méditant pourrait être dans une autre ville et quand même l'influencer? Et ça fonctionne toujours jusqu'au jour où il y a eu un scientifique qui a eu une idée, mais complètement folle, parce qu'il s'est dit, et si on demandait aux méditants d'influencer un ordinateur qui a déjà eu lieu, mais la semaine dernière? L'ordinateur, il a sorti ses résultats la semaine dernière et le méditant va le faire cette semaine pour influencer le nombre de 1 et de 0 qui est arrivé la semaine dernière. Tout ça basé sur l'idée en physique quantique que dans la conscience, le temps n'existe pas, que le temps est une illusion. Et les études ont été faites et refaites et le méditant arrive à influencer un ordinateur qui a pourtant terminé de sortir son décompte une semaine auparavant. Et quand j'ai lu ça, je me suis dit, est-ce que je pourrais faire un tirage de tarot que j'enregistre seul et que les gens sur YouTube, par exemple, ou peu importe sur les réseaux sociaux vont l'écouter, mais à un certain moment, ils vont le visionner peut-être 6 mois plus tard, 6 ans plus tard, mais ils vont le visionner à un moment particulier de leur vie. Et est-ce que ce tirage pourrait vraiment répondre à leurs questions? Et j'ai commencé à faire des tests et j'ai eu des résultats étonnants, où les gens m'écrivaient des fois plusieurs années après la vidéo pour me dire, Sébastien, ça fonctionne. Moi, je suis tombé sur ta vidéo aujourd'hui, 6 ans plus tard, et ça répond à ma question. Alors, ce que j'ai proposé, au fond, pour le Monde en Rose, c'est une variation sur cette expérience avec des tirages de type coaching, entre autres. Tout à fait. Et donc, du coup, évidemment, quand j'ai reçu ta vidéo, j'ai pas pu m'empêcher de faire l'expérience tout de suite. Et alors, je veux pas spoiler évidemment le public, ou devrais-je dire divulgacher ta surprise. C'est comme ça qu'on dit en québécois, divulgacher, c'est super ce mot. Et mais c'est totalement bluffant parce que ça a complètement marché en fait. Voilà. Oui. J'ai réceptionné ta vidéo, je me suis dit ben je vais le faire quoi. Voilà. J'ai suivi tes instructions, je me suis posée et c'est voilà, étonnant. j'en dirai pas plus, mais Oui. voilà, il faut absolument que vous qui allez participer donc dans le public du Monde en Rose. La vidéo sera dans un espace voilà privé où vous pourrez revoir aussi les replays des conférences qui seront enregistrées pendant les jours J et que vous n'aurez peut-être pas le temps de suivre en live. Donc la vidéo de Sébastien sera dans cet espace, vous pourrez évidemment la retrouver et je vous invite vraiment à faire l'expérience parce que c'est totalement bluffant, c'est totalement scotchant. Moi j'ai été scotché.
Ben, tant mieux. Donc voilà, je ne sais pas si tu as le don de ton papa, Sébastien, ou le don de ta maman, ou le don de tes deux parents, mais Oui. en tout cas, voilà, pour moi, tu es vraiment un grand tarologue, un bon professeur, et je suis vraiment, vraiment honorée et très heureuse que tu aies répondu présent pour Le Monde en Rose, édition 2022. Ben, merci de l'invitation. Je suis de moi-même honoré de mon côté de pouvoir y participer. Et puis, bah, je te souhaite donc un très beau voyage aux États-Unis. Merci. Voilà, magazine toute cette énergie positive là auprès de ces formations géologiques là qui qui émettent, qui résonnent. Enfin et en plus tu vas pouvoir voir les étoiles. Oui, oui, absolument. Bryce Et, Canyon, par exemple, est considéré comme une ce qu'ils appellent les réserves d'étoiles et mondiales oui, parce que c'est complètement noir. On dit que c'est un des endroits dans le monde où on y voit le mieux la Voie lactée, bah bien là sûr, où c'est elle ce est que la plus j'allais dire. brillante. Moi, j'ai Oui, vu la Voie lactée une fois dans ma vie quand j'étais gamine. On était allé avec mes parents au Danemark. Et, oui, je sais pas je sais même plus où on était, ce qu'on faisait exactement. Mais voilà, la nuit était tombée, on sortait d'un restaurant, peut-être, je ne sais plus. Et mon papa m'a dit, regarde Lily, c'est la Voie lactée. Mais c'est oui. la seule fois de ma vie que je l'ai vue parce que pourtant, j'habite à la campagne, mais ici, voilà, bah, tu vois la grande ours, Oui, mais il y a tu toujours vois une certaine Vénus, et pollution voilà. lumineuse finalement aujourd'hui presque partout sur sur la planète. Oui. Donc voilà, en magazine, tout ça, Oui. crée-toi des magnifiques souvenirs. Et ah oui, vraiment, je t'envie. Enfin, c'est fantastique ce coin-là. J'enverrai des photos sur les réseaux sociaux. J'espère bien. J'espère bien. On pourra suivre ça à distance. Bon, et ben écoute Sébastien, je vais te dire au revoir pour maintenant du coup, et encore une fois te souhaiter vraiment un très très bon voyage. Merci. Ah non, j'ai une dernière question pour toi. Ah oui? Ton actu, ton Ah actualité. oui. Oui, tout à fait, ben absolument. Et écoute, au moment où on se parle, je suis dans les derniers jours, les dernières semaines de travail sur une formation en fait sur mon école virtuelle, celle qui est en ligne, que les gens peuvent suivre à leur rythme. Et c'est vrai, on en parlait tout à l'heure, je parlais qu'il y a certains oracles avec le temps que j'utilise de plus en plus en fonction intuitif, parce que bon, il n'y a pas nécessairement cette idée de voyance. En tous les cas, pour moi, j'ai pas cette impression d'avoir une voyance, mais je me suis trouvé des techniques au fil du temps pour faire de l'intuitif. Et c'est une formation que j'ai donnée souvent en présentiel. Les gens, ils adorent parce que là, ils prennent un nouvel oracle, ils le connaissent pas, ils n'ont pas de définition à prendre, ils vont vraiment le lire avec l'intuition. Et voilà, ben là, je suis à convertir cette formation qui est en présentiel à une formation virtuelle et ça sera disponible vraiment dans les semaines qui suivent. Et sinon, à moyen terme, ben en fait, là, je suis vraiment complètement maintenant euh, pas bilingue, mais en fait bicontinental parce que maintenant j'enseigne à la fois au Québec et en Europe. Alors j'ai des cours avec des horaires adaptés à l'Europe. Je suis en Mhm. train de terminer des formations en tarot, en astrologie. Et on va recommencer des formations au printemps prochain. Donc avec un horaire qui est adapté à la France, à la Suisse, à la Belgique. Donc les gens qui veulent apprendre avec moi, ben peuvent le faire même s'ils habitent en France, il n'y aura pas de problème. L'horaire a été adapté. Ah ouais, ça c'est vraiment super. Moi, j'ai eu la chance d'avoir quelques Québécois aussi dans mes formations, enfin des Québécoises, hein, c'était des filles. Oui, en majorité. Oui, Et je trouve que ça apporte vraiment, enfin la diversité en fait dans un groupe d'apprenants apporte un plus quoi. Et c'est vrai que on a cette chance d'être francophone et donc voilà, si on peut avoir des Belges, des Suisses, des Québécois, des personnes des Antilles, etc. Enfin ça enrichit tellement le groupe, c'est vraiment chouette. oui, C'est oh oui, vraiment chouette. absolument. J'aime beaucoup. Ça fait plusieurs années que c'est comme ça. C'est juste que par rapport au Québec, la, la conversion du fuseau horaire, elle est plus facile du Québec vers la France que de la France vers le Québec, parce que quand un Québécois suit une formation en France, par exemple, Mhm, pour nous, ça va arriver en après-midi. Donc, c'est mhm. OK. Souvent, les gens sont capables d'aménager l'horaire. Sauf que la problématique, c'est que quand moi, je donne un cours en soirée, ben, le cours, il arrive la nuit en Oui, pour France, entre chez 1 heure et nous. Ouais. 3 heures du matin.
Et je suis toujours surpris parce que ça fait une dizaine d'années que j'ai quand même toujours 3, 4 ou 5 Européens qui se connectent entre 1 heure et 3 heures du matin pour suivre leur formation. Ça m'étonne toujours et je me dis, il faut que je sois capable de faire quelque chose qui n'arrive pas la nuit. Et c'est ça là, qui a commencé au fond en 2020. 2020, c'était la première fois que j'ai commencé à donner des cours en après-midi pour moi, qui équivalent en soirée pour toi, pour les gens qui sont sur l'autre continent, de l'autre côté de l'océan. Bon, super. Super. Ok, bah écoute, je te souhaite vraiment beaucoup de succès avec ces contenus. Ça fait absolument aucun doute dans mon esprit que les gens qui suivent tes cours, voilà, en retirent la substantifique moelle pour utiliser pour utiliser les cartes. Et puis, bah écoute, j'espère qu'on aura le plaisir de se recroiser ou voilà, pourquoi pas à nouveau collaborer ou enregistrer comme ça une vidéo sur tel ou tel sujet. C'était vraiment un grand plaisir de te rencontrer, Sébastien. Merci, ça a été très agréable pour moi aussi.